Gustave Massia, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur des mines et économiste. Oui. Vous avez enseigné également à l'École nationale d'architecture de la Villette à Paris. Vous avez fondé avec d'autres le CDTIM, c'est-à-dire le Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale. Oui. Vous avez un nombre considérable de fonctions, notamment vous êtes membre du conseil scientifique d'Attac, après avoir été vice-président de 2003 à 2006. Vous êtes membre également du conseil scientifique du Forum social mondial. En gros, vous êtes au cœur d'une myriade d'associations qui se battent et réfléchissent à construire un nouveau monde. Et puis, plus globalement, on vous connaît aussi parce que vous êtes une conscience et un acteur de l'altermondialisme. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je crois qu'il est nécessaire de définir ce qu'est l'altermondialisme. Parce que c'est une notion qui nous semble un peu floue, parce qu'elle manie à la fois des théories globales et des expériences extrêmement locales. Du coup, les contours sont un peu difficiles à définir. C'est pour ça que je vous propose de commencer par la définition de l'altermondialisme. Et pour vous, Gustave Massia, l'altermondialisme, c'est précisément quoi? L'altermondialisme, de mon point de vue, c'est un mouvement historique. C'est un mouvement historique d'émancipation. D'émancipation, c'est-à-dire effectivement de lutte pour la libération par rapport à l'ensemble des oppressions. Il y a des luttes pour des libérations sur certains aspects, libération nationale, libération sociale, etc. L'émancipation, elle, effectivement, s'oppose à l'ensemble des oppressions et construit donc une proposition d'alternative du point de vue de l'avenir du monde. Et donc, l'altermondialisme est un mouvement d'émancipation historique qui prolonge et renouvelle les mouvements historiques précédents. Effectivement, il y a régulièrement, normalement, des mouvements qui portent le désir d'émancipation. Par exemple, le mouvement ouvrier qu'il a porté au XIXe siècle, enfin dès le XVIIIe et au XIXe siècle. Ensuite, on peut dire le mouvement de la décolonisation, qui a lutté pour les libérations nationales, le mouvement des droits des femmes, les mouvements pour les peuples de libération des peuples autochtones. Enfin, donc il y a effectivement toute une série de mouvements qui se déploient et qui portent l'idée d'un projet nouveau pour l'avenir du monde. Et donc, l'altermondialisme se définit, disons, et se constitue à partir de la prise de conscience, à partir des années 80, d'une certaine manière, à partir de la prise de conscience qu'on est rentré dans une nouvelle phase, qui est une nouvelle phase de la mondialisation capitaliste. Alors effectivement, là en France par exemple, c'est vrai qu'il y a eu une rupture dans les années 80, voilà. Vous faites remonter cette prise de conscience et la naissance de l'altermondialisme justement dans les années 80, mais pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est international, on peut l'imaginer en France, vous allez nous expliquer pourquoi, mais est-ce que c'est duplicable pour l'ensemble des autres pays dans le monde? Oui. Parce que nous sommes dans un moment dans lequel l'organisation du monde se fait à travers la mondialisation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Disons, il y a toujours eu ce que un historien ou un philosophe comme Wallerstein appelle des systèmes-mondes. Système-monde, il y avait effectivement un système-monde chinois, un système-monde ottoman, un système. Mais pour la première fois, le système-monde s'étend à l'ensemble de la planète. Et donc, ce système-monde concerne l'ensemble du monde, qui devient un monde fini, d'une certaine manière. Et jusque dans les années 80, on est dans une période dans laquelle le mouvement historique d'émancipation est porté notamment par le projet socialiste et communiste, disons, pour simplifier. Et en fait, ce projet s'épuise. Ce projet s'épuise à cause des formes que prend le socialisme d'État, notamment
aussi bien en Union soviétique qu'en Chine. Et donc, par rapport à cette évolution, il y a une rupture dans les années 80, à la fin des années 70, et cette rupture, c'est une nouvelle phase du capitalisme. Cette phase du capitalisme, nous l'appelons pour simplifier le néolibéralisme, c'est-à-dire la montée en puissance du capital financier, de la rationalité du capital financier qui s'impose et qui, effectivement, met en avant des nouvelles formes d'organisation du monde que l'on voit aujourd'hui. Et cette phase du néolibéralisme nécessite des réponses qui sont apportées par les luttes de résistance des peuples. Bon. Au départ, d'ailleurs, dans les années 80, au début des années 80, ces formes de résistance sont, d'une part, dans tous les pays qu'on appelle les pays du Sud, c'est-à-dire les anciens pays colonisés. En fait, c'est une résistance à la recolonisation qui est mise en avant par le FMI, la Banque mondiale, à travers ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire c'est une recolonisation, mais économique. Oui, économique, oui, et politique aussi, parce qu'il n'y a pas de grande différence entre l'économique et le politique, disons. Bon. Et donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que dans tous ces pays, en s'appuyant sur la crise de la dette, on met en avant des programmes qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, dont l'idée est assez simple finalement. Il faut ajuster chaque société au marché mondial et à la logique du marché mondial et du capitalisme financier qui contrôle le marché mondial. Donc ça, c'est le début, pour moi, c'est le début de l'altermondialisme, c'est ce refus de cette forme de mondialisation. Dans les pays du Nord, il y a effectivement un épuisement de ce qu'on appelait le social-libéralisme et qui a été très fort en France et aux États-Unis de 45 à 80 et qui a été marqué par ce qu'on a appelé à un moment donné le New Deal, le keynésianisme, le fordisme, et qui était une forme, d'une certaine manière, de compromis social par rapport à ce qu'était la phase du capitalisme d'avant. Et ce compromis social a été finalement construit à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, il a été défini avant, évidemment, mais il a été mis en avant à partir de la Deuxième Guerre mondiale et a donné ce qu'on a appelé l'État social, et qui était en fait une nécessité par rapport à la concurrence avec la montée du socialisme à partir des révolutions soviétiques, chinoises, vietnamiennes, et puis de l'ensemble de la décolonisation. Et donc, le pendant du programme d'ajustement structurel, ça a été ce qu'on appelait les plans d'austérité. Là, on est plutôt en Europe. Là, on est en Europe et aux États-Unis, oui. D'accord. Et donc, ces plans d'austérité, c'est des programmes d'ajustement structurel. C'est la même chose, d'ailleurs. Hein. C'est ajuster chaque société au marché mondial et aux contraintes et à la logique du marché mondial. Et donc, par rapport à cette mise en avant d'une nouvelle politique, il y a des résistances extrêmement fortes. Et ces résistances prennent la forme de ce qu'on appelait à ce moment l'anti-mondialisation. Et c'est effectivement ce que l'on voit monter en puissance de 80 à 2000 à peu près. Et disons, ça prend notamment la forme de grandes manifestations internationales chaque fois que se réunissent les institutions internationales. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une réunion de la Banque mondiale, par exemple à Madrid pour les 50 ans des institutions de Bretton Woods qui avaient créé la Banque mondiale et le FMI, à Seattle à l'occasion de la mise en avant de l'Organisation mondiale du commerce, quand il y a des sommets européens, des chefs d'État européens, quand il y a donc à chaque fois, il y a d'énormes manifestations, des très grandes manifestations, dont les plus connues ont été notamment la manifestation de Gênes, bon, dans laquelle il y a eu des morts, etc. Et puis ensuite, il y a eu des manifestations à Washington, à Madrid, etc. Et la manifestation à Seattle, en 1999. Et donc, à ce moment-là, on appelle ça le mouvement anti-mondialisation.
Mais en réalité, à partir de 1999, parce que Seattle est un moment extrêmement fort dans lequel, en fait, le capitalisme financier, enfin les financiers, disons pour simplifier, cherchent des institutions mondiales. Bon. Et donc, ils créent l'Organisation mondiale du commerce, enfin, ils mettent en avant l'Organisation mondiale du commerce, et ils veulent lui donner un rôle très important. Et en fait, à Seattle, ils échouent de ce point de vue, parce que les manifestations qui ont lieu à Seattle se définissent, enfin, on voit se mettre en avant une convergence de mouvements. On pourrait appeler ça d'ailleurs la bataille de Seattle, c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que comment ça se passe à Seattle? Eh bien, c'est dans un centre de congrès qui est au milieu de la ville. Eh bien, la police est partout, évidemment. Les premiers qui arrivent, ce sont les chefs d'État et les représentants des États du tiers-monde, hein, des anciens pays décolonisés. Ils arrivent les premiers, on les fait attendre. Il faut sortir pour fumer dans la rue. Bon, donc c'est un peu une attente un peu compliquée. Puis après, les Européens arrivent et les Européens disent « Vous en faites pas, on va tout arranger, on va passer les compromis qu'il faut avec les États-Unis. » Bon. Et puis, tous les mouvements se mettent en place dans la ville. Et c'est là qu'on découvre quelque chose de nouveau, c'est la montée en puissance des mouvements et de leur convergence. Dans un morceau de la ville se met en place le mouvement syndical. Et donc, on se rend compte qu'il y a une évolution du mouvement syndical qui est très visible à Seattle, et dont va naître d'ailleurs la Confédération syndicale internationale, la CSI. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, la montée en puissance de la financiarisation a remis en cause le pacte social aux États-Unis entre les syndicats américains et les patrons américains. Donc, à la limite, les patrons américains considèrent qu'ils n'ont plus besoin des syndicats américains, et donc il y a une radicalisation des syndicats américains, et notamment la montée en puissance des syndicats comme Unite, etc., qui sont des syndicats américains très radicaux. En même temps, la CES, la Confédération européenne des syndicats, a vu l'adhésion poussée par la CGIL italienne, de la CGT et d'un certain nombre d'autres mouvements. Et c'est un peu, enfin un tout petit peu radicalisé. Mais surtout, on voit arriver les grands syndicats du Sud. On voit arriver la CUT brésilienne, on voit arriver la COSATU d'Afrique du Sud, on voit arriver la KTCU, qui est le grand syndicat coréen, qui ont mené des luttes considérables, et on voit arriver l'ensemble des syndicats indiens. Et donc, il y a une recomposition du mouvement syndical, d'une certaine manière. Parce qu'ils convergent tous vers un même endroit, pour une même bataille, et du coup, c'est à cette occasion qu'ils se connaissent. Oui. Et finalement, ils font des alliances internationales. Oui. Ils se connaissaient, mais c'est la première fois qu'ils convergent et qu'ils se présentent ensemble. D'accord. Et qu'ils disent, nous n'acceptons pas cette mondialisation-là. C'est la première fois qu'ils le disent tous ensemble. D'un autre côté de la ville, il y a un mouvement tout à fait passionnant, aussi qui naît, et qui s'appelle la Via Campesina, qui sont les syndicats de paysans. Et ces syndicats de paysans sont des syndicats qui voient converger le mouvement des sans-terres brésiliens, des syndicats africains, enfin toute une série de mouvements, la Confédération paysanne en France, etc. Et ces syndicats ont renouvelé complètement la vision de ce qu'est justement des luttes paysannes. Ça, c'est tout à fait passionnant. C'est un mouvement tout à fait passionnant. Parce que c'est un mouvement social de lutte. C'est un mouvement dont on a vu en France l'évolution à partir du Larzac, notamment, dans lequel Bernard Lambert, fondateur des Travailleurs paysans, avait dit « Nous ne serons plus jamais des Versaillais. Nous passons l'alliance avec le mouvement ouvrier et les autres mouvements d'émancipation. » Et donc, et qui a inventé aussi, qui a été capable d'un travail intellectuel considérable, qui est passé de la bataille contre la grande agriculture capitalisée, à l'agriculture paysanne, à la solidarité alimentaire, à l'écologie, etc. Donc, un nouveau mouvement considérable. Voilà. Dans un autre mouvement endroit de la ville, se retrouve une liaison
entre les mouvements de consommateurs et les mouvements écologistes, autour notamment de Ralph Nader et d'un certain nombre de mouvements. Et ces mouvements, effectivement, sont très intéressants parce qu'ils politisent énormément la question de la consommation et ils ouvrent pour la première fois au niveau international la question de l'écologie comme une lutte sociale. Voilà. Et donc, effectivement, à un autre endroit, on retrouve ça. À un autre endroit, on retrouve les mouvements de solidarité internationale, ce qu'on appelle parfois les ONG ou autres. Bon. Et puis, on retrouve des mouvements qui sont des mouvements sur le droit au logement, notamment avec, en France, c'est le DAL, qui a créé après, qui a participé à la création de quelque chose qui s'appelle Novox, et puis aussi un certain nombre d'autres grands mouvements. Et donc, et puis il y en a d'autres, hein, effectivement. Ouais. Il y a des mouvements des peuples indigènes. Bon. Alors tout le monde, c'est très disparate en fait. Oui, d'ailleurs ils sont dans certains d'endroits de la ville différents. Et ils convergent vers le Congrès. Bon. Et c'est cette convergence qui a été historique. C'est cette convergence. Et à ce moment-là, ce qui booste le mouvement, c'est qu'à ce moment-là, il y a Clinton qui arrive. Pour ouvrir la conférence. Et Clinton, il est en pleine campagne électorale pour son deuxième mandat. Et donc, en arrivant, il va devant les syndicats. Et les syndicats américains lui disent « Si vous signez les accords de l'OMC, on ne votera pas pour vous. » Et puis, il va devant les écologistes et les consommateurs, Ralph Nader et les autres, parce que c'était des gros mouvements américains, hein, et qui lui disent « Si vous signez, on ne votera pas pour vous. » Et il rentre dans le palais des congrès et il dit « La conférence est terminée. » Et donc, c'est une victoire, d'une certaine manière. La convergence des mouvements a obtenu une paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'Organisation mondiale du commerce se relèvera d'une certaine manière, mais pas complètement. Voilà. Et donc, c'est la convergence des mouvements. Ce qui est historique, c'est la convergence. Et donc, à ce moment-là, il y a une discussion au niveau des mouvements. Et dans cette discussion, il y a plusieurs personnes qui participent, disons. Et les Brésiliens, à ce moment-là, disent, bon, écoutez, on ne va pas passer notre temps à aller derrière les autres chaque fois qu'ils se réunissent. Il faut aussi que nous nous réunissions pour réfléchir à ce que nous voulons faire, nous. Et donc, nous vous proposons de venir à Porto Alegre et nous allons faire un forum social mondial alternatif au Forum économique mondial de Davos. Et donc, on dit oui, et les mouvements se donnent rendez-vous à Porto Alegre en 2001, et c'est là que nous disons, nous allons passer de l'anti-mondialisation à l'altermondialisation, c'est-à-dire ce que nous voulons, c'est un autre monde. Alors ça, c'est vraiment... Voilà, c'est un peu l'histoire de l'altermondialisme, qui n'est pas... le refus de l'antimondialisation, c'est une remise en cause de la mondialisation telle qu'elle existe. Mais c'est l'idée, nous voulons un autre monde. Alors pourquoi est-ce que c'est ça qui s'impose comme mot d'ordre, nous voulons un autre monde? C'est parce que, en fait, après la chute du mur de Berlin en 1989, bon, qui avait été quand même, qui avait commencé avec, disons, la décomposition de l'Empire soviétique, d'une certaine manière. Après cela, finalement, pour la première fois, le capitalisme est triomphant et se retrouve seul. Bon. Et il se retrouve seul et il définit son idéologie. Et il définit son idéologie à travers deux livres qui vont être des livres qui vont servir de référence. Le premier livre, c'est un livre de Fukuyama qui s'appelle « La fin de l'histoire » et qui dit en fait, bon, ça y est, c'est bon, vous voyez, il n'y a que le capitalisme de possible, c'est la fin de l'histoire. Évidemment, on peut l'améliorer, on n'est pas idiot quand même, mais il n'y aura pas de dépassement du capitalisme. Voilà. Et puis, Huntington fait un autre livre qui s'appelle « Le choc des civilisations », dans lequel il dit, en fait, évidemment, la question sociale n'est pas la question primordiale. La question primordiale, c'est la question des civilisations, et qui d'ailleurs commence à mettre l'islam comme l'ennemi choisi, d'une certaine manière. Parce que, comme disent les Américains, les milieux du Pentagone, à ce moment-là,
il nous faut quand même un ennemi pour nous unifier. Bon. Et donc... Et là, on est dans les années 2000 déjà. On est dans les années 2000, donc, exactement. Déjà, 20 ans sont passés. Oui. On y reviendra pour la France. Oui. Mais donc, déjà, il y a un ennemi commun. Et à ce moment-là, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, celle qui résume le mieux cette situation, c'est Madame Thatcher. Vous savez que Madame Thatcher, elle dit « There is no alternative ». Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait Madame Tina. T-I-N-A, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Et donc, tout le mouvement qui se construit, la convergence des mouvements, disent non. Il y a des alternatives, un autre monde est possible. Voilà, c'est ça la définition, en fait, du mouvement altermondialiste. Alors en France, on est dans les années 80, parce que là, on a brassé le continent américain, les pays du Sud, le Nord, etc. En France, cet altermondialisme, il s'incarne de quelle manière? Parce que vous parlez effectivement des années 80, puisque c'est daté, la naissance de l'intermondialisme est datée. Voilà, et je sais, 80, dans les années 80, il y a Vive la crise, il y a des choses qui sont manifestement, officiellement dites, déclarées. Et comment cet altermondialisme-là s'incarne en France? Bon, il s'incarne de deux manières. Il s'incarne d'abord par l'évolution des différents mouvements qui prennent conscience de l'importance d'une stratégie internationale, une stratégie mondiale. Dans les différents mouvements, il y a l'idée que une partie des enjeux sont... Les exemples. La Confédération paysanne, par exemple, participe à la Via Campesina. La CGT décide de rentrer dans la Confédération européenne des syndicats sur une ligne et participe aux forums sociaux. La création de la montée en puissance de Solidaire, la FSU, il y a un certain nombre de syndicats qui mettent de plus en plus l'accent sur la question internationale, la montée du mouvement écologiste, le mouvement anticolonial, etc. Bon, donc, chacun de ces mouvements se rend compte de l'importance d'une stratégie internationale, puisque la mondialisation est justement le paysage. Enfin, disons. Et il y a la création de nouveaux mouvements. Il y a d'ailleurs un observatoire de la mondialisation qui est créé par un certain nombre de personnes, et dont le CDTIM fait partie. Et puis il y a la création d'ATTAC. Bon. Donc ATTAC va être créé donc 98-99. Et ATTAC part d'une... en fait, c'est Ignacio Ramonet qui fait un éditorial du Monde diplomatique, et dans lequel il dit, mais finalement, il y a un économiste qui s'appelle Tobin, et qui a dit qu'il faudrait une taxe sur les transactions financières. Taxe qui aurait deux objectifs. Le premier, c'est de lutter contre la spéculation financière qui devient complètement démente. Et le deuxième, c'est d'avoir un outil de redistribution par rapport aux inégalités dans le monde, notamment entre pays ou dans un même pays. Et on avait appelé ça la taxe Tobin. Mais Tobin lui-même, qui était quand même plutôt modéré, disons, avait dit « Oh là là, vous donnez mon nom à des choses... Oui, c'est vrai que j'ai proposé cette taxe, mais je n'avais pas proposé cette taxe comme une taxe de lutte. J'avais proposé ça comme une réforme interne, d'une certaine manière, au capital financier. » Mais non, donc on appelait ça la taxe pour les transactions financières. On l'appelait taxe Tobin, mais en fait c'était la taxe sur les transactions financières. Et ce qui est très intéressant, c'est que, disons, à partir de cet éditorial, il y a eu des milliers de gens qui ont dit oui, c'est ça ce qu'il faut faire. Et le monde diplomatique, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen et quelques autres, ont créé une association et ont proposé de créer une association. Et pour créer cette association, ils ont regroupé l'ensemble des mouvements qui avaient participé justement à cette prise de conscience de la dimension internationale et de l'altermondialisme. Et ils ont regroupé donc en fait une quarantaine d'associations. Donc dans ces associations, il y avait des syndicats, notamment
la FSU, la CGT et Solidaire, disons, plus enfin, certains syndicats, la CGT, c'était pas bon, plus même un syndicat CFDT, enfin il y avait quelques syndicats. Ensuite, la Confédération paysanne, ensuite des associations de solidarité internationale, notamment le CRID, qui a été membre fondateur d'Attac, le CDTIM, qui a été membre fondateur d'Attac, et ensuite, ils ont invité un certain nombre de journaux, parce que comme c'était le Monde Diplo qui avait été là, donc ils ont invité, et qui sont venus évidemment, Politis, Raison Présente, enfin bon, toute une série de journaux, Goliath, etc. Bon, une quinzaine de journaux, disons, qui ont fait partie, donc c'était assez intéressant aussi. Et puis, beaucoup d'autres mouvements qui ont fait partie donc, de ce premier cercle, disons. Bon, ce cercle s'est créé comme ça, et en fait, c'était plutôt une association de mobilisation d'opinion. Hein. Mais des milliers de personnes ont adhéré à cette association parce qu'on demandait à adhérer, et puis on a dit, bon d'accord, les gens peuvent adhérer individuellement, et 30 000 personnes ont adhéré en quelques mois. Bon. Et ont créé des comités locaux. Voilà. Et donc, Attac est une des associations nées de l'altermondialisme et qui a contribué à construire l'altermondialisme. Et maintenant, il existe un réseau d'attaques un peu partout dans le monde. Et puis, et donc, effectivement, on a décidé à ce moment-là... alors, en fait, la première chose que nous avons faite, en réalité, en 1999, c'est que nous avons fait une manifestation à Davos. Bon. Alors, vous savez, Davos, c'est une station de sport d'hiver, hein, bon. Donc toute petite, puis très facile d'y aller, il y a un train, puis il y avait beaucoup de neige, évidemment, et on était une quarantaine. Bon, on était une quarantaine, et puis donc on a fait une conférence de presse, une petite manifestation devant le supermarché de Davos. Bon, pas très... Mais on s'est dit, finalement, ça n'a pas d'intérêt Nous allons faire un contre Davos. Et donc, nous allons faire le forum. Eux, ils ont fait le forum économique mondial, qui est la fusion des politiques et des grandes entreprises et des financiers. Et nous, on va faire le forum social mondial, dans lequel nous allons inviter tous les mouvements qui veulent à venir. Et c'est comme ça qu'est né le premier forum social mondial de Porto Alegre, qui ensuite a donné naissance au processus des forums sociaux mondiaux. Donc le temps passe, oui, le temps passe. Les forums sociaux se multiplient, et il en est où le mouvement altermondialiste aujourd'hui? Parce qu'on a toujours l'impression que plus les avancées du mouvement sont quasiment repoussées, si on peut dire, par l'arrivée de nouveaux problèmes. Oui. Et on a l'impression d'un énorme chantier en permanence en œuvre. Alors, pour être optimiste, quels ont déjà été, si on faisait un premier bilan de l'altermondialisme, les premières grandes victoires obtenues par l'altermondialisme aujourd'hui? Vous diriez quoi? Alors, donc effectivement, l'histoire continue. Hein. L'histoire continue et elle réserve toujours beaucoup de surprises. Il n'y a pas de prédétermination. Et donc, effectivement, les contradictions s'approfondissent. Et donc, il y a un double phénomène tout à fait contradictoire. La première branche de la contradiction, c'est qu'il y a une mobilisation très forte et une prise de conscience par rapport à la mondialisation. Et donc ça, c'est quelque chose qui va aller jusqu'à entre 2008 et 2011, disons. Bon. Et dans cette période-là, le processus des forums sociaux mondiaux est ce qui représente le mieux l'altermondialisme. Mais pas seulement, hein, parce que finalement, à la limite, il y a plein de luttes, de résistances, de réflexions, d'élaborations qui représentent. Mais
Et donc, on a une première période de montée en puissance avec l'apparition d'idées nouvelles et avec un grand débat au sein de l'altermondialisme entre ceux qui pensent qu'il faut obtenir des réformes immédiates et améliorer les choses, et ceux qui pensent qu'il faut dépasser le système. Voilà. En gros, c'est à peu près ça. Et donc, nous sommes dans une période de plusieurs années où d'un forum social mondial à un autre, il y a cette idée-là et ce débat-là, hein, qui est le vieux débat en fait, qu'on appelait avant réformiste révolutionnaire, qui prend des formes différentes, mais qui est un peu ça. Et puis, il y a un deuxième débat qui est un débat sur le fait que ce n'est pas les États. Voilà. Mais ce n'est pas non plus contre les États, forcément. C'est-à-dire qu'il y a, disons, à la limite, si dans un certain nombre d'États, il y a des mouvements qui vont dans ce sens, tant mieux. Mais ce n'est pas les États ce n'est pas les États, et donc ce n'est pas les partis qui représentent l'altermondialisme, même s'ils en font partie. Hein, ça a l'air un peu compliqué, mais ça n'est pas tellement. C'est-à-dire que c'est l'idée, ce sont les mouvements. Alors, donc, ça, c'est la grande découverte. C'est-à-dire que l'important pour vous, c'est la base. Sinon... Oui, enfin, ce sont les mouvements. D'accord. Parce que quand on dit la base, ça veut dire la base, par définition, c'est ceux qui sont en bas. Mais la base peut être immobile. Hein. Donc, ce n'est pas la base. C'est ceux qui tissent de la base et qui créent une dynamique. Et donc, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que le mouvement altermondialiste, quand on cherche, on retrouve des éléments qui lui ont donné naissance, par exemple au Chiapas, etc. Donc, dans toute une série d'endroits dans lesquels les gens disent non, il faut quand même une autre alternative, il faut une alternative globale. Bon, et donc le mouvement définit d'une certaine manière quelque chose qu'on peut appeler une stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie? Une stratégie, c'est comment répondre à l'urgence. Il y a une urgence. Les gens crèvent de faim, les gens meurent, il y a des guerres, etc. Il y a de la précarité, etc. Donc il y a des urgences. Il faut répondre aux urgences. Mais la réponse aux urgences ne permet pas de transformer fondamentalement, structurellement, les sociétés. Et donc il faut tant aussi... court, tant long. Voilà. Et donc la stratégie, c'est comment répondre à l'urgence dans la perspective d'une transformation structurelle profonde. Et quelle peut être cette transformation structurelle profonde? Or, c'est là qu'il y a une difficulté parce que, effectivement, l'échec du projet socialiste et communiste a, d'une certaine manière, privé une adhésion très très large par rapport à un projet de transformation radicale. Bon. Et donc, on est dans cette situation. Et donc, le processus des forums sociaux qui se diffuse, disons, parce qu'il y a un forum social mondial tous les 2 ans ou 3 ans, au début c'est tous les ans, et puis, mais il y a 40 ou 60 forums, soit des forums par pays, forum des États-Unis, soit par grande région, forum asiatique, forum d'Amazonie, etc., soit des forums thématiques. Par exemple, le forum contre les grands travaux inutiles et imposés, le forum contre l'urbanisme des grands événements, le forum des médias libres, le forum social mondial des migrations, enfin bon. Ça fourmille. Donc ça fourmille, et on voit qu'effectivement, il y a plein de mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement? Un mouvement, ce n'est pas une association, c'est effectivement des formes organisées de la société qui s'inscrivent dans une perspective historique. Voilà. C'est un peu ça. Ouais, c'est parce que c'est aussi une question qu'on se pose avec l'altermondialisme, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de mouvements, beaucoup de thèmes, pas de leader, et du coup on a du mal parfois dans cette impression de fractionnement de lutte, qu'elle n'a plus elle ne pousse plus vers le même endroit. C'est-à-dire qu'on ne la repère plus. On ne repère pas la puissance. Si on additionnait tous ces mouvements, c'est effectivement une puissance énorme. Mais on a l'impression qu'elle est
fractionnée et du coup elle perd en efficacité, elle perd en lisibilité par le nombre de mouvements qui existent maintenant. Oui, parce que le mouvement altermondialiste, ce qu'on peut appeler le mouvement altermondialiste, est dans son évolution. Oui. Bon. Et donc, pour beaucoup de gens, on a l'impression, ils attendent du mouvement altermondialiste ce qu'il y avait avant le mouvement altermondialiste. C'est-à-dire, ils ont une vision de la politique qui est un peu la suivante. Il y a un mouvement qui va créer des partis, les partis vont contrôler l'État, et l'État va changer la société, et puis voilà. Et donc on dit, alors, mais qu'est-ce que le mouvement altermondialiste attend? Bon, mais justement, le mouvement altermondialiste est plus profond que ça. Il cherche d'autres voies, parce qu'il fait l'analyse que cette théorie, cette équation du changement social est à revoir. Voilà. Et donc, il nous faut inventer autre chose. Et nous sommes dans cette situation. Mais nous sommes dans cette situation dans laquelle on n'est pas seul. C'est-à-dire que ceux qui dirigent ont aussi leur stratégie, marquent aussi des points. Voilà. Donc, on est un peu dans cette situation, c'est-à-dire que jusqu'en 2008 à peu près, on est dans une période dans laquelle le capitalisme se développe, financier se développe, la financiarisation se développe, marque beaucoup de points. Et nous disons, certains d'entre nous disent il faut la réguler, et d'autres disent elle va dans le mur, il faut la transformer. Bon. Et en 2008 arrive quelque chose qui est la crise du capitalisme financier. La grande crise financière de 2008, qui démontre que le néolibéralisme a ses contradictions et qu'il est arrivé à une limite. Bon. Ça, c'est quelque chose qui est très important en 2008. Bon. Et de fait, à ce moment-là, le mouvement altermondialiste, notamment les forums sociaux mondiaux, réagissent par rapport à ça. Et donc, nous avons d'ailleurs en 2009 un forum social mondial très important à Belém, en Amazonie. Et dans ce forum social mondial, il y a une analyse de la crise et il y a deux propositions qui sortent de ce forum de Belém et qui démontrent bien le débat du mouvement altermondialiste aujourd'hui. La première proposition qui sort de Belém, c'est de dire, par rapport à la crise financière, il y a un certain nombre de propositions que nous faisons, et que nous faisons depuis les premiers forums sociaux mondiaux. Il faut réguler le système financier. Il faut réguler publiquement les banques. Il faut interdire le marché secondaire, qui avait éclaté avec les subprimes, etc. Il faut arriver à un certain nombre de propositions, et de fait, il faut interdire les paradis fiscaux et judiciaires, etc. Et ces propositions sont les seules qui sont faites par rapport aux dérives de la financiarisation. Et d'ailleurs, elles sont même acceptées par tout le monde. Même Sarkozy dit, mais vous savez, peut-être les bonus, c'est un peu exagéré. Et les financiers lui disent, c'est pas votre affaire. Bon. Et les Nations Unies mettent en place une commission avec un certain nombre de grands économistes pour définir un autre système qui reprend globalement toutes les propositions qui avaient été faites dans les forums sociaux mondiaux. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, il y a des propositions concrètes qui sont faites, mais qui ne sont pas acceptées. Enfin, elles sont reconnues comme étant celles qu'il faudrait faire, mais il n'y a pas de pouvoir politique pour les appliquer. Et puis, le forum de Belém dit autre chose. Il dit, mais attention, et donc c'est très intéressant parce que c'est un certain nombre de mouvements qui sont dans le Forum social mondial de Belém et qui sont le mouvement écologiste, le mouvement des femmes, le mouvement des paysans et le mouvement des peuples indigènes amazoniens, bon. Qui font entendre leur voix et qui disent mais vous savez, c'est une crise du néolibéralisme. D'accord, on a la preuve. Bon, vous dites que ce n'est pas seulement une crise du néolibéralisme, mais une crise du capitalisme. Bon, d'accord.
Mais s'il faut revoir les rapports entre l'espèce humaine et la nature, c'est plus qu'une crise du capitalisme, c'est une crise de civilisation. C'est une crise de la civilisation occidentale qui existe qui s'est imposée depuis 1492 et qui a en partie défini certaines des formes de la science contemporaine. Et donc, nous sommes dans une crise de civilisation. Bon. Et donc, les réponses ne sont pas simplement les réponses que nous avions auparavant. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, effectivement, c'est énorme comme défi, d'une certaine manière, et le mouvement intermondialiste est face à ce défi. Et se passe quelque chose à ce moment-là. Se passe quelque chose entre 2008 et 2011. C'est que 2008, c'est la crise du système financier qui est surmontée, on pourra revenir là-dessus, sur justement les perspectives d'avenir possibles. Mais à partir de 2011, apparaissent toute une série de nouveaux mouvements qui renouvellent le mouvement intermondialiste, qui ne sont pas nés des forums sociaux mondiaux, qui pour nous font partie de l'intermondialisme, mais qui ont dépassé les forums sociaux mondiaux. Et le premier de ces mouvements, c'est en Tunisie. En 2011, en Tunisie, il y a, à la place de la Casbah, un certain nombre de jeunes, notamment, qui disent, voilà, qu'est-ce que nous voulons? La dignité, nous voulons les libertés, la démocratie. Nous voulons la démocratie, nous ne voulons plus les inégalités, nous ne voulons plus la domination, et nous ne voulons pas la corruption. Voilà. Et c'est un programme, hein, c'est un programme explicite. Et ce programme est repris d'abord dans tout le Maghreb et le Machrek, en Égypte, etc. Bon. Puis ensuite, il traverse la Méditerranée avec les indignés. Mais les indignés introduisent un élément nouveau. En Espagne, les indignés disent « Vous ne nous représentez pas ». C'est la suite de la corruption. Vous ne nous représentez pas. Donc nous n'acceptons plus les formes classiques de représentation et de délégation. Donc une remise en cause du politique très fondamentale. Puis ça traverse l'Atlantique, hein, ça va avec les Occupy. Et que disent les Occupy? Ils disent vous êtes 1%, nous sommes 99%. Les inégalités ont atteint un niveau qui n'est plus acceptable. Bon. Et puis, on le retrouve au parc Gezi, en Turquie, qui dit « Nous voulons l'espace public ». Et puis, on les retrouve au Chili, qui dit « Mais c'est la faillite du mouvement d'éducation qui devait être le mouvement de libération du monde. Hein, parce que finalement, vous nous avez endettés et vous ne nous avez pas donné d'emploi. » Et puis, il y a les parapluies à Hong Kong, et puis les carrés rouges au Québec, et puis donc il y en a marre au Sénégal. Et donc on a une cinquantaine de pays dans lesquels il y a des nouveaux mouvements de jeunesse, de la nouvelle jeunesse. Donc le monde est en train de changer. Et donc 2008-2011 commence un mouvement. Bon, donc ça paraît très positif et tout à fait passionnant. Mais la réponse. Mais la réponse, c'est que. Comme vous dites, Gus Massia, en face, il continue. Oui. Et la réponse a été quand même terrible. A été une réponse de reprise en main. Absolument. Une réponse de reprise en main qui s'est faite autour de deux grandes offensives, disons. Une première offensive qui est une offensive de raidissement du capitalisme financier, notamment de la financiarisation, du contrôle, avec une mise en concurrence et le développement d'un système de généralisation des plans d'austérité, et avec, d'une certaine manière, une victoire du capitalisme financier qui a renforcé son contrôle des États. Voilà, qui a renforcé son contrôle des États. Puisque tous les États se sont ralliés, finalement, à cette proposition
qu'il n'y a pas d'alternative par rapport à la financiarisation. Et surtout, par le développement de la répression, de la guerre. L'armée, oui. Des guerres, enfin, la généralisation des guerres, l'instrumentalisation du terrorisme, enfin le terrorisme et son instrumentalisation, disons, bon, qui ont marqué un coup d'arrêt. Bon. Et qui ont marqué ce que beaucoup de gens considèrent comme une offensive, comme la progression des idées de droite et d'extrême droite dans toutes les sociétés. Bon. Qui est quelque chose... il y a des gens qui disent que c'est la droitisation des sociétés. Non, ce n'est pas la droitisation des sociétés, c'est la montée des idées de droite et d'extrême droite sur lesquelles on peut revenir, voir comment. Mais il faut se remettre un peu dans une perspective historique. Chaque fois qu'il y a une avancée importante au niveau des mouvements et au niveau de réponses massives à des formes d'oppression, il y a des retours en arrière, c'est normal. Hein. Je veux dire, bon, on est dans une phase de retour en arrière. Oui, on est dans une phase de retour de l'ordre. Hein, voilà. Bon, rappelons-nous que, par exemple, après la Commune, on est passé par une répression totalement terrible. Après 1936, bon, on est arrivé effectivement à 1939. Bon. Après... prenons un exemple encore plus proche de nous. En 1968, on avait quand même un mouvement qui n'était pas secondaire. Bon. Et après, les élections ont donné la chambre Bleu Horizon la plus à droite qu'on ait connue en France, enfin, disons, en tout cas depuis la 4e République. Bon. Donc, effectivement, chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a effectivement une réaction avec une montée en puissance d'une proposition d'ordre et qui s'appuie sur aussi le fait que s'il n'y a pas de sortie immédiate, eh bien, les gens préfèrent à un moment donné une pause. Hein, voilà. Et donc je pense qu'on est dans cette situation, et on pourra revenir un peu là-dessus pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais on est dans cette contradiction, effectivement, on est dans cette contradiction de la montée en puissance d'une volonté d'émancipation, d'une révolte. Qu'on a pu mesurer et voir visible. Enfin, on l'a vu à l'œuvre. Bien sûr. Donc elle existe. Et bien sûr qu'elle continue à exister. Elle continue à exister, évidemment. Et en même temps, bon. Donc c'est pour ça que je dis d'ailleurs parfois que, en réalité, cette progression, la violence de la réaction est d'une certaine manière la conséquence de l'importance des bouleversements en cours. Voilà. Parce que ces gens qui contrôlent aujourd'hui les leviers du pouvoir savent bien qu'il y a des choses qui leur échappent. Alors justement, on est en 2016, oui. On est dans cette période historique, comme vous aimez bien le dire, de contradiction. Hein. Comment faire, comment le mouvement altermondialiste peut répondre justement à cette vague de dureté qui s'est abattue sur les sociétés. On a vu ce que ça donne, ce qui reste des printemps arabes. On voit l'Europe face à des mouvements d'extrême droite qui montent, aussi à des tentatives ou des attentats extrêmement sanglants. L'Europe ne va pas bien. Je ne sais pas comment l'altermondialisme aujourd'hui peut répondre et proposer d'autres solutions aujourd'hui. Bon. Je pense que d'abord, il faut prendre la mesure de la situation dans laquelle on est. Voilà. Avant de se précipiter en disant « il n'y a qu'à hein, », bon, il faut prendre la mesure de la situation dans laquelle on est. Bon. Et cette situation est, comme je le disais, contradictoire. Bon. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui paraissent désespérantes, mais les contradictions n'ont pas disparu. Alors, comment définir... Pour définir la situation dans laquelle on est, souvent je me réfère à une phrase magnifique et terrible de Gramsci, qui
à la veille, quelques temps avant sa mort, disait, en prison, Mussolini l'avait mis, le vieux monde se meurt. C'est ce que nous voyons, en fait. Bon, c'est ce que nous sentons que, bon, le nouveau monde tarde à apparaître, et rajoutait-il, ce qui est terrible, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et donc nous sommes dans cette situation, dans laquelle nous devons à la fois lutter contre les monstres. Bon, quand Gramsci a dit ça, c'était 1939. C'est-à-dire, effectivement, les monstres, ça a été le nazisme, le fascisme, la guerre, etc. Nous sommes donc dans une période dans laquelle il y a des monstres. Donc il faut lutter contre les monstres. Et il faut en même temps lutter contre les monstres et favoriser l'émergence du nouveau monde. Voilà. Bien. Et je pense justement que la violence des monstres, elle est en partie due à cette contradiction entre le vieux monde qu'ils rêvent de maintenir à tout prix et le nouveau monde dont ils sentent qu'il leur échappe. Je vais prendre un exemple. Actuellement, du point de vue de l'histoire longue de l'humanité, nous vivons deux révolutions nouvelles fondamentales. Une première révolution que nous avons vécue, c'est la décolonisation. La décolonisation, c'est une étape dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment dans lequel on accepte l'idée que chaque peuple a le droit de définir et de participer à son avenir et à son histoire. Bon. C'est quelque chose de totalement nouveau. Bon. Évidemment, la décolonisation s'est traduite par une première étape qui a été l'indépendance des États. Mais ce n'est qu'une phase de la décolonisation. Actuellement, par rapport à cette avancée de la décolonisation, c'est-à-dire les peuples ont le droit d'être libres, s'est produit une tentative de recolonisation, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, maintenant, va commencer une deuxième phase de la décolonisation, passer de l'indépendance des États à la libération des peuples. Donc ça, c'est une révolution très longue, qui explique la violence des guerres pour essayer de maintenir à tout prix le contrôle sur cette partie du monde qui a échappé à ceux qui dominent le monde. Et il y a une deuxième révolution aussi de très longue et tout à fait fondamentale, dont on mesure mal encore toute l'importance, c'est la révolution des droits des femmes. Ce sont des rapports millénaires qui sont remis en cause. Bon. Mais évidemment, ça se traduit par une violence de tous ceux qui voient leur monde s'effondrer parce que les femmes prennent leur liberté d'une certaine manière. Et ça a des conséquences, on le voit avec toutes les réactions. Et même, je vais prendre un exemple tout à fait actuel. Si vous regardez les journaux et vous dites, mais finalement, dans la société française, qui est-ce qui est pour le mariage pour tous? Eh bien, vous avez l'impression, en regardant les journaux, que 90% de la société française est contre le mariage pour tous. Mais en fait, si vous regardez un peu les enquêtes que l'on a, 60 à 70% de la population est pour le mariage pour tous, et la majorité même des catholiques sont pour le mariage pour tous. Mais ça rend fou les gens qui sont contre le mariage pour tous. Ils sont prêts à tout toutes les violences, à tout ce qu'ils peuvent déclencher pour pouvoir s'opposer et pour ne pas accepter l'idée que le monde est en train de changer. Donc, on a un monde qui est en train de changer et on a des réactions qui montent en puissance de manière d'autant plus forte que la remise en cause est forte. Voilà. Ça, je crois qu'il faut... Bon, mais ça, ce n'est qu'une partie de la... Bon. L'autre partie qui là est beaucoup plus grave d'une certaine manière, c'est que, et là, l'altermondialisme n'a pas réussi, en tout cas n'a pas encore donné tout ce qu'il pouvait faire, c'est qu'on n'a pas été capable de reconstruire une espérance et un projet d'émancipation qui tiennent compte de l'échec de ce qu'a été le projet porté par le socialisme d'État. Voilà.
Et puis, il y a aussi un autre élément qui est extrêmement fort et grave. C'est que nous vivons, d'une certaine manière, une révolution scientifique et technologique. Et que le capital financier a été capable de se saisir de cette révolution et d'instrumentaliser cette révolution à son profit. Et donc ça, c'est une bataille qui commence, autour notamment, qui est très fondamentale. Le numérique, la biotechnologie démontrent tout ce que ça représente. Bon. Mais ça représente quelque chose, y compris du point de vue culturel. Si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que, j'ai entendu une sociologue qui disait ça, ça m'a paru tout à fait passionnant, c'est qu'auparavant, l'image du progrès, c'était le corps humain. Vous vous rappelez Léonard de Vinci, l'image du progrès, c'était la machine, c'était le corps humain. Et aujourd'hui, l'image du progrès, c'est l'ordinateur et c'est le cerveau. Et donc, c'est un changement fondamental des représentations. Bon. Et donc là, ça, c'est un des champs de bataille qui s'ouvre et qui est un champ de bataille tout à fait fondamental, parce qu'on voit bien comment, par rapport à l'utilisation du numérique et par rapport à la précarisation, le contrôle des citoyens, privé de la biotechnologie par rapport à la remise en cause des systèmes publics de santé, etc. Les big data, etc. Alors, pour vous, à la fin de notre entretien, ça passe vite. Ah oui. Je voulais vous poser une dernière question. Je sais que, Gus Massia, vous êtes un optimiste absolument convaincu. Et malgré tout ce dont vous parlez là, des contradictions, des difficultés, des nouvelles batailles, des nouvelles luttes à mener, vous dites que les luttes n'ont pas encore perdu les batailles. N'ont pas encore perdu la bataille? Non, bien sûr que non. Par définition. Je dis par définition, les luttes n'ont pas perdu la bataille. Mais ce qu'il y a, c'est que la bataille change. C'est-à-dire justement, disons, ce que nous voyons, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé. C'est la culture politique. Et ça, c'est le mouvement altermondialiste, c'est ce qui le définit. Bon. Si on devait définir un peu qu'est-ce qui porte le mouvement altermondialiste, je dirais il y a d'abord une orientation stratégique. L'orientation stratégique, c'est l'égalité des droits, l'accès aux droits pour tous. Voilà. Donc, effectivement, tous les mouvements sont des mouvements qui croient, qui pensent qu'effectivement, il faut se battre pour l'égalité des droits. Et évidemment, après, la question de l'égalité des droits est très importante, mais c'est quand même ça le centre de la bataille idéologique. Si la droite et l'extrême droite ont marqué des points au cours des 40 dernières années, c'est qu'ils ont passé 40 années à se battre contre l'idée d'égalité, à nous dire que les inégalités sont naturelles, que du fait de ces inégalités qui sont naturelles et qu'il faut accepter, eh bien, l'insécurité est naturelle, la précarité est naturelle, et que donc, en conséquence, il faut arriver à mettre en place une idéologie sécuritaire. Bon, ça, c'est un peu ça, le fondement de la bataille pour l'hégémonie culturelle qui a été menée par le capitalisme financier. Ce à quoi, effectivement, il nous est facile de répondre que ce n'est pas, c'est une vision de la réalité qui n'est pas acceptable et qui est remise en cause par ce que des mouvements portent. Par exemple, actuellement, je crois que c'est un mouvement qui a sorti des statistiques en reprenant les statistiques de l'ONU, qui démontrent que 62 personnes, 53 hommes et 9 femmes, possèdent autant que 3,5 milliards de personnes en patrimoine, c'est la moitié de l'humanité. Bon, manifestement, donc ça c'est un peu. Mais le deuxième élément nouveau que porte l'altermondialisme, c'est une nouvelle culture politique. Et c'est quoi cette culture politique? C'est une culture politique qui
finalement reprend à son compte ce qui a été la remise en cause des idées dans les années 70, 60, 70, 68, etc., dans le monde. Ce n'était pas la Révolution française. Ça porte sur quoi? Ça porte, la première idée sur laquelle ça porte, c'est la diversité. C'est-à-dire que les mouvements se construisent autour de la diversité. Mais la diversité est une question théorique. Ce n'est pas une question tout le monde est beau et puis voilà, il faut qu'on accepte tout le monde. Non. C'est le mouvement des femmes d'ailleurs qui l'a démontré. Parce que vous savez, le mouvement des femmes, la Révolution française, quand on a dit, quand les femmes ont dit, bon, les droits de l'homme c'est bien, mais les droits des femmes, bon, on a guillotiné aux lames de bouche. Bon. Bien. Quand au XIXe siècle, on a dit, bon, c'est bien les droits des femmes, mais les droits des femmes, bon, le mouvement ouvrier a dit, écoutez, il y a des contradictions principales et des contradictions secondaires. Et puis, quand la décolonisation a dit l'indépendance des droits des femmes, on a dit non, d'abord les indépendances d'État et les droits des femmes vont venir d'eux-mêmes. Et donc, les mouvements des droits des femmes ont dit nous ne sommes pas une contradiction secondaire et nous n'allons pas subordonner la lutte contre notre oppression à la lutte contre d'autres oppressions. Et ça, tous les mouvements l'ont dit. C'est ça la diversité. Donc, ça rend compliqué, un peu plus compliqué les choses que de dire suivez-moi et après ça va être résolu. Bon, ça, c'est le premier élément de la culture politique. Deuxième élément de la culture politique, c'est l'horizontalité, justement. C'est nous ne voulons pas de hiérarchie verticale. Troisième proposition, c'est les activités auto-organisées. Vous savez qu'un Forum social mondial, c'est un Forum social mondial si la majorité des activités sont auto-organisées et sont proposées par les mouvements. Bon. Ensuite, il y a d'autres éléments de la culture politique qui sont effectivement très importants et qui toutes convergent vers des nouvelles formes d'engagement et vers quelque chose qui est porté par les nouvelles générations. D'ailleurs, c'est ça qui fait le lien entre les forums sociaux, le début de l'intermondialisme et les nouveaux mouvements actuels. Parce que on est dans des sociétés nouvelles. Ça aussi, c'est un élément nouveau. Ces sociétés nouvelles, elles sont notamment caractérisées par le fait que ce sont des sociétés scolarisées. Vous savez, en 68 en France, 20% de la jeunesse, de la classe d'âge, était à l'université. Aujourd'hui, 80% a le bac. Bon. En République démocratique du Congo, à l'indépendance, c'était en 64, hein, il y avait 3 personnes qui avaient le bac, dont 2 à Bruxelles. Bon. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont... Bon, et donc, cette scolarisation a changé la nature des sociétés. Mais elle s'est traduite par quoi? Elle s'est traduite par la migration des cerveaux, la migration qualifiée, bon, mais qui fait qu'aucune jeunesse n'est isolée du monde, en plus liée avec les nouveaux réseaux sociaux, etc. Et elle s'est caractérisée aussi par les chômeurs diplômés. Et les chômeurs diplômés, c'est une révolution sociale. Cette alliance entre les enfants des couches populaires et les enfants de la petite bourgeoisie. Parce que la précarisation touche les deux. Et donc, on est dans des sociétés qui sont tout à fait nouvelles et dans lesquelles il y a une revendication nouvelle qui est le défi à venir du mouvement altermondialiste. La réinvention du politique. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette volonté de lutter contre la corruption? C'est quelque chose qui est très simple. La corruption, c'est la fusion entre la classe politique et la classe financière. Fusion y compris physique. Hein. Eh bien, cette fusion abolit le politique. Parce que ça veut dire qu'on sait que ceux qui viennent, si c'est les mêmes, ils vont faire les mêmes politiques, et si c'est d'autres, ils vont faire la politique du capitalisme financier. Et donc, on est dans une situation de défiance par rapport aux politiques, mais qui n'est pas simplement il faut réintroduire de la morale, il faut réinventer complètement du politique. Merci, Gus Massia.